Et j'ai le plaisir aussi de vous présenter et d'accueillir pour ce colloque Jérémy Serment, donc maître de conférence en histoire de l'art contemporain à l'université Paris-Sorbonne, qui est un spécialiste de l'histoire des arts décoratifs pour la période Art Nouveau et Art Déco, bien sûr, avec une thèse soutenue en 2009 et publiée en 2012 sur le papier peint Art Nouveau. À ce titre, je crois qu'il avait passé beaucoup de temps dans les réserves et dans les départements du Musée des Arts Décoratifs. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà, et on continue à collaborer largement à travers ses étudiants en master, différents niveaux de master. Donc il a également, en dehors des papier peint Art Nouveau, il a également organisé le colloque sur les années 10 à l'INHA l'année dernière, en 2016, dont les actes sont en cours de publication. Voilà, et depuis quelques années, il mène une recherche sur les décorateurs Maurice Dufresne, puisque rien n'existait jusqu'à présent, et qu'on attend avec impatience le travail de Jérémy. Voilà, je te laisse... Merci beaucoup Evelyne. Bonjour à tous. Cette journée d'études est l'occasion pour moi de revenir sur les papiers peints créés par Hector Guimard. Et je remercie donc les organisateurs, Evelyne Possémé, Philippe Thiebaud, de m'y avoir convié. Ces papiers peints donc invitent principalement à s'intéresser au Castelbéranger dans un premier temps. Castelbéranger dont on a déjà beaucoup parlé ce matin. Castelbéranger, donc pour lequel Guimard conçoit donc, entre autres éléments, des papiers peints qui contribuent donc à l'unité stylistique de l'ensemble. Alors, revenons un petit peu sur l'édifice, immeuble de rapport situé au 16 rue La Fontaine à Paris, qui fut commandé à Guimard par Elisabeth Fournier, probablement donc en 1894, avec 2 demandes de permis de construire qui furent déposées en février et juin 1895 pour la construction de 3 bâtiments d'habitation qui fut autorisé le 16 septembre de cette année-là, et des travaux qui débutent donc à l'automne 1895. Fin 1896, le gros œuvre est achevé, une bonne partie de la décoration des appartements, dont les papiers peints dont je vais parler, serait alors déjà en place. Ce sur quoi il faut déjà insister, c'est sur le fait que différents événements vont contribuer à ce que le Castelbéranger suscite de très nombreux commentaires. Notamment en novembre 1898, grâce au directeur de la librairie Rouham, d'Ostingue, Guimard fait publier un album monographique dont on a parlé, intitulé précisément L'art dans l'habitation moderne, le Castelbéranger, œuvre de Hector Guimard, que j'appellerai désormais album du Castelbéranger. Un ouvrage des plus luxueux dont Guimard avait déjà eu l'idée quelques années plus tôt et qui est constitué en tout de 65 planches, le tout rendant compte de l'œuvre dans son ensemble, tant de son architecture que de chaque élément de la décoration intérieure, et aussi bien pour les parties communes que pour les appartements. Il est donc une source d'information capitale, prenant en considération la totalité de l'œuvre et rendant compte, on l'a dit également, de la diversité des entreprises qui ont participé à matérialiser les modèles conçus par Guimard. Autre événement, le 28 mars 1899, sont proclamés les résultats du concours de façade de la ville de Paris pour l'année 1898, le Castelbéranger faisant partie des lauréats. D'autre part, en avril 1899, ouvre dans les salons du Figaro une exposition consacrée à cette même réalisation, manifestation qui a duré un peu plus d'1 mois et qui a été l'occasion pour Guimard de présenter notamment des planches donc de son album ainsi que différents spécimens des différents éléments de la décoration intérieure de l'édifice, dont les papiers peints dont je vais parler. À l'occasion de cette exposition, Guimard prononce également 2 conférences, l'une le 4 avril lors de l'inauguration, la seconde le 12 mai. Et on a donc ici une réalisation qui bénéficie donc d'une importante publicité et on peut encore citer, ça a déjà été fait d'ailleurs aujourd'hui, la publication la même année et à nouveau par la librairie Rouham d'un opuscule, d'une brochure intitulée Études sur le Castelbéranger, comprenant 2 longs essais, l'un du critique Gustave Solier, l'autre signé d'un certain P.N., probablement Paul Nosal. Les papiers peints dessinés par Guimard pour le Castelbéranger furent imprimés à la planche par la maison Le Mardelet à Paris,
une firme dont les origines remontent à 1820. Pour l'essentiel, ces papiers peints nous sont visuellement et matériellement connus, d'une part par quelques échantillons conservés aujourd'hui à la bibliothèque Fornet à Paris, donnés, semble-t-il, par le fabricant, par le Mardelais. Je vous en montre deux ici, correspondant donc aux papiers peints des antichambres et des chambres du Castel-Béranger. Et d'autre part, ces papiers peints nous sont connus par leur figuration dans l'album du Castel-Béranger. Dans cet album, les papiers peints sont présentés selon deux dispositifs, des planches qui en montrent les motifs de manière, on pourrait dire, donc autonome, comme c'est le cas ici donc pour les modèles destinés aux chambres et aux salles à manger, aux antichambres pardon, et aux salles à manger, et d'autres planches qui vont replacer ces papiers peints dans leur contexte tridimensionnel au sein donc de nombreuses vues intérieures du castel. Je vous en montre rapidement quelques-unes ici, avec d'abord une vue donc des chambres, d'une chambre et d'une antichambre. Ici une vue d'une salle à manger, d'un salon. Et ainsi, donc, d'une façon ou d'une autre, ces différents revêtements que je vais ensuite détailler apparaissent finalement dans presque un tiers des planches de l'album. Et donc, ces papiers peints s'affirment donc comme l'un des supports décoratifs les plus présents dans les appartements de l'édifice. Vous l'avez déjà compris, donc les différents modèles conçus par Guimard avaient chacun une destination précise dans les appartements, donc à savoir 4 types de pièces dans ces appartements: les antichambres, les chambres, les salles à manger et les salons. Pour les salons, le papier peint est connu uniquement grâce aux planches reproduites dans l'album, comme pour les reproductions que je vous montre ici. Il n'y a pas d'échantillon de ce papier peint de préservé dans les collections de la bibliothèque Fornet. Pour le papier peint de la salle à manger, si cet échantillon-ci est donc effectivement à préserver à Fornet, aucun échantillon en fait de la frise et de la bordure qui accompagne cette composition n'est conservé. Néanmoins, nous trouvons ce calque original de la composition de la frise et de la bordure d'ailleurs, qui apparaît dans le fond Guimard donc au musée d'Orsay. Et la reproduction de cette frise apparaît également en tant qu'illustration d'un article d'Abel Fabre dans Le Mois littéraire et pittoresque en 1901. Et dans les deux cas, en fait, frise et bordure sont ici accolés, vous voyez, dans ce document, destinés ensuite à être découpés avant leur insertion donc au sein d'une composition tripartite. Alors les échantillons donc conservés à la bibliothèque Fornet correspondent donc au papier peint destiné donc aux salles à manger, celui de droite ici, à celui des antichambres ici à gauche, et en 2 fragments de même tonalité à celui des chambres, ici au centre. Et s'ajoute à cela, mais on y reviendra, 2 échantillons de même coloration d'un motif n'apparaissant nulle part dans l'album du Castel-Béranger, d'un style quelque peu divergent d'ailleurs, avec des lignes plus anguleuses. La création de ce modèle, a priori, est légèrement postérieure, s'inscrit dans un contexte différent, celui de la salle de concert Humbert de Roman. J'aurai l'occasion d'y revenir. Alors il est intéressant de comparer également les échantillons préservés et leur retranscription bidimensionnelle dans l'album du Castel-Béranger, puisque ces reproductions présentent finalement une vision plus globale de l'effet de ces motifs, de la répétition des motifs, puisque les dessins reproduits correspondent en fait à l'équivalent d'un peu plus de 2 laits de papier peint. On se rend bien compte ici, je pense. Par ailleurs, dans la publication, le papier des antichambres est reproduit en 3 colorations. 3 colorations donc différentes. Pour celui des chambres, 2 colorations. De même pour celui des salons. Et de même encore pour celui des salles à manger. On notera que pour le papier peint des salles à manger, l'échantillon ayant subsisté que je vous montrais précédemment est d'une tonalité à dominante orangée, donc qui n'apparaît pas d'ailleurs dans l'album. Donc tout ça pour dire en fait que dans tous les cas, la diversité en fait des déclinaisons proposées renvoie également à celle des appartements de l'édifice. Comme en témoigne alors la littérature sur le sujet, différents articles, ces appartements, au nombre de 36, étaient tous, je cite, absolument différents les uns des autres et présentaient des profils qui variaient à l'infini, tant au niveau de leur dimension que sur le plan de la distribution des pièces.
Enfin, sont également à évoquer encore d'autres types de matériaux de revêtements muraux utilisés pour la décoration de certains murs qui, en fait, par leur technique, sont généralement assimilés au vaste domaine du papier peint. Il s'agit d'abord des lambris des salles à manger, exécutés par la compagnie L'Incrusta Valton française. Et donc, vous voyez, ces lambris sont présentés en 3 colorations différentes dans l'album du Castel Béranger. Donc, le L'Incrusta, c'est un revêtement mural en relief, dérivé du linoléum. Et en fait, le L'Incrusta fut inventé en Angleterre par Frédéric Valton, donc en 1877, et la firme sollicitée par Guimard, donc la compagnie L'Incrusta Valton française, ayant acquis les brevets du procédé en 1880. D'autre part, dans les parties communes, les lambris des escaliers étaient revêtus d'un autre matériau en relief, désigné dans l'album sous le nom de Cordolova, et exécuté par une entreprise du nom de Schubert. Alors, nous n'avons en fait que peu d'informations au sujet de ce support décoratif, mais il est sans doute en fait à rapprocher d'un produit britannique, là encore, qui est un peu plus connu, et au nom en fait presque identique, le Cordélova, un revêtement solide, là encore un revêtement solide à base de papier, mais bon, l'investigation serait amenée probablement à ce sujet. En tout cas, dans l'édifice de Guimard, ces panneaux, dont le musée d'Orsay conserve d'ailleurs un exemplaire, existaient là encore en 3 colorations différentes et étaient assortis d'une frise. Donc je l'ai dit, le musée d'Orsay conserve un panneau que je vous montre ici. Il y a également d'ailleurs, je crois, dans le fond Guimard, un dessin qui reprend cette composition. Et je vous montre aussi une vue donc issue de l'album, donc de l'escalier du Castel Béranger, qui montre donc ce décor en situation. Et on peut également noter qu'au-dessus de ce revêtement, on a un autre décor revêtement mural, mais il s'agit cette fois d'un décor textile. Alors, sur le plan stylistique, ces papiers de Guimard sont en tout cas typiques de l'esthétique alors développée par l'architecte, dominés par la sinuosité des formes et la proscription de la ligne droite. Dans l'opuscule Études sur le Castel Béranger, Gustave Soulier et PN, donc a priori Paul Nosal, proposent d'ailleurs chacun un descriptif de ces papiers peints qui en fait pourrait s'appliquer plus généralement à la définition de ce que l'on va appeler le style Guimard. Alors il m'a fallu couper ici, je ne vous donne pas ces citations assez longues, faute de temps, mais Soulier souligne notamment la nature avant tout décorative plutôt que descriptive des compositions de l'architecte. Et les propos de PN s'inscrivent dans le même ordre d'idées. Il en ressort en tout cas que les papiers peints du Castel Béranger sont à l'image du reste de la décoration de l'édifice, proposant, on a déjà parlé de tout ça, des motifs de nature organique qui tendent vers la symétrie, qui peuvent évoquer évidemment le monde végétal mais sans le représenter, et laissant davantage place à la suggestion plutôt qu'à la figuration naturaliste. Et s'ils permettent tant finalement de caractériser la décoration du Castel Béranger dans son ensemble, c'est que les courbes de ces papiers peints finalement pouvaient sans aucun doute apparaître comme omniprésentes dans les appartements. Et d'ailleurs, si le motif du papier des salles à manger est peut-être le plus discret de tous, il n'est peut-être pas étonnant qu'il soit le seul à s'insérer donc au sein, on l'a dit, d'une composition tripartite incluant bordure et frise, avec toujours ces mêmes sinuosités. Alors, on a ce potentiel également expressif de ces papiers peints qui est important, et parce que finalement, ils occupaient une place et un rôle d'importance au sein de la décoration globale des pièces de l'édifice, il n'est donc pas surprenant que la mention de ces papiers peints soit assez récurrente au sein de la réception critique de l'œuvre dont je parlerai ici pendant un certain temps. En effet, en 1897, dans La Plume, le critique Henri Héon, suite à sa visite du Castel Béranger, faisait justement de la décoration murale un élément central de la décoration de ses intérieurs. Je cite, cette citation assez longue. Mais ce qui frappe le plus, sans conteste, c'est la richesse chatoyante des fonds clairs qui font des appartements de M. Guimard, sans qu'ils soient meublés, des oasis fleuries, à la fois très brillants comme modernisme, sans la crudité du liberty anglais et d'un goût très sûr. Pas de heurts, une teinte générale délicate et fine de grande intimité. Je me suis cependant fait une objection qu'il serait déloyal de ne pas exposer. Dans un décor aussi complet, quel effet doivent produire les meubles ?
quel doit être le mobilier. Il devient presque inutile d'agrémenter son home de tableaux ou de bibelots rares. Les tentures suffisent. Donc les remarques du critique ici soulevaient la question importante du mariage entre ces papiers peints et le mobilier. Et on s'inquiétait encore un peu plus loin, je cite, qu'à ce milieu d'art se superposent des tableaux d'ancêtres et de l'acajou de certains bourgeois, ou encore des toiles modernes et des mobiliers Louis XIV, Louis XV, Louis XVI et Empire. Dans les planches de l'album du Castelbéranger, l'unité stylistique donnée par Guimard à ses intérieurs relevait en effet principalement de ce qu'on peut appeler la décoration fixe, finalement, et la grande majorité, pas toutes, mais la grande majorité des vues d'intérieur présentent les appartements avant l'arrivée des locataires, donc vides. L'une des exceptions est celle de quelques vues d'un atelier aux meubles composés par le locataire, de fait, des réalisations de l'architecte et décorateur Pierre Selmersheim qui occupait les lieux. Mais surtout, en considérant que, je répète, les tentures suffisent, Éon mettait davantage en exergue la grande présence de ces motifs, les faisait exister finalement en tant qu'œuvre par eux-mêmes, ces motifs, et le papier peint déborde finalement quelque peu de la fonction de neutralité à laquelle il fut souvent réduit. Le même type de considération se retrouve dans la recension de l'album du Castelbéranger que publie Paul Signac en février 1899 dans la Revue Blanche. Paul Signac, le peintre bien connu, qui par ailleurs était donc également locataire d'un atelier et d'un appartement au 6e étage du Castelbéranger, considère dans cet article notamment, je cite, que les papiers de tenture sur lesquels virevolte la fantaisie ornementale de M. Guimard n'exige et ne supporte l'appoint d'aucun cadre. En dépit donc des louanges exprimées dans son article, le rapport de Signac au Castelbéranger en particulier, mais aussi à l'Art Nouveau en général, était bien plus complexe, ce que révèle notamment son journal et sa correspondance. Et je renvoie à ce sujet à l'article très documenté publié en 1991 par Philippe Thiebaut dans la Revue de l'Art. D'ailleurs, donc, comme l'a souligné Philippe Thiebaut, Signac ne semble pas avoir retenu les papiers de Guimard pour orner son logement de la rue La Fontaine, pas plus qu'il ne se fit meubler par l'architecte. Et comme Philippe l'a souligné, donc Théo van Rysselberghe, qui était conseiller du couple Signac en matière de décoration lors de son installation au Castelbéranger, adressa en effet une note à Berthe Signac, épouse du peintre, témoignant du choix d'un autre papier pour l'une des chambres, mais dont l'on ignore cependant la nature exacte. Alors, si dans la Revue Blanche, Signac modéra en tout cas certaines de ses réticences vis-à-vis de l'œuvre de Guimard, une certaine presse fut quant à elle des plus virulentes envers le Castelbéranger, on le sait, donc l'accusant parfois des pires mots et dans bien des cas diabolisant le Castel de manière en fait assez peu argumentée. Alors l'un des exemples bien sûr les plus célèbres, c'est celui de l'article de Jean Rameau dans Le Gaulois du 3 avril 1899, le critique voyant des diables dans chaque détail de l'édifice et assurant, je cite, qu'à l'intérieur tout est de la même diablerie. Quelques jours plus tard, dans le Journal des débats, André Alais, de même, évoquait encore une maison de cauchemar. Certaines critiques étaient bien plus tempérées, telles celles d'Émile Molinier dans Art et Décoration, qui écrivait notamment « On se sent pris d'inquiétude, quelques-uns même disent de cauchemar, je n'irai pas jusque-là, l'inquiétude me suffit ». Tout en reconnaissant des qualités, en tout cas à Guimard, certains lui reprochaient parfois quelques excès. Par exemple, Abel Fabre, dans son article qui est plutôt bienveillant de 1901, considérant notamment que le motif de la frise de la salle à manger, que vous avez peut-être encore en tête, ressemble, je cite, à un microbe grossi au microscope. Cependant, les critiques les plus sévères envers le Castelbéranger ne se dirigeaient alors pas spécifiquement vers les papiers peints de la demeure. Pourtant, Guimard les prit précisément ces papiers peints comme exemple à l'occasion des conférences données au Figaro en 1899 afin d'ironiser sur les attaques dont il était la cible. Déjà, dans la revue L'Art décoratif étaient rapportés les propos de l'architecte, ce dernier évoquant les inquiétudes de locataires, je cite, un peu tremblants de ce qui leur arriverait dans cette maison bizarre, en expliquant, je cite toujours, que 3 mois après, ils étaient enchantés de leur plafond et de leur papier, que l'habitude était prise.
Surtout, dans la retranscription de la conférence du 12 mai, que publie le Moniteur des Arts en juillet, sous le titre « La renaissance de l'art dans l'architecture moderne », on va retrouver la manière dont Guimard s'étend longuement et en fait avec humour au sujet d'hypothétiques troubles psychosomatiques provoqués par ces papiers peints, et ce, au travers de 2 anecdotes. Alors le passage, il est très long, et je ne vous en livre ici qu'une version un peu raccourcie, faute de temps. Donc c'est Guimard qui parle. Le Castel Béranger exprime des sentiments et à tel point que certains disent même qu'il éveille celui d'un cauchemar. Un monsieur visitant le Castel Béranger a l'air tout à coup de blêmir. La concierge s'empresse, lui offre d'aller chercher un verre d'eau et lui demande avec sollicitude s'il n'est pas malade. Je ne sais pas, c'est ce papier, je ne sais pourquoi il me produit un drôle d'effet. Bref, il s'est remis sans même avoir besoin d'un verre d'eau. Autre fait. Un locataire étant tombé malade au moment où il emménageait, il n'y avait pas un meuble dans sa chambre, rien que mes papiers. On va dire que je l'ai fait mourir, pensais-je. Je me décidai à l'aller voir, je m'informais de sa santé, faisais de très discrètes allusions à ces papiers qui l'entouraient. Voulez-vous me rendre un bien grand service? Répondez-moi donc franchement et dites-moi quelle impression vous ont produite ces papiers. Ah, j'avoue que lorsque je suis arrivé malade dans votre maison, j'appréhendais un peu le sort qui m'attendait, mais il m'a fallu vivre là-dedans et rien qu'avec vos murs. Je me suis amusé à regarder ces papiers qui attiraient constamment mes regards. J'ai cherché à comprendre, à voir où commençaient et finissaient tous les ornements. J'en ai suivi les lignes, observé les couleurs, mais je n'ai jamais pu trouver. Cela m'a beaucoup amusé. J'avoue que sans eux, je me serais vraiment bien ennuyé. J'ai trouvé cela très drôle. Le malade est actuellement guéri. Je n'irai pas jusqu'à affirmer que mes papiers en soient la cause, mais ce qu'il y a de certain, c'est que les sentiments exprimés par le Castel Béranger ne font pas mourir les gens et qu'ils ne leur donnent même pas le cauchemar. Il suffit seulement de s'habituer à leur harmonie. Guimard inverse finalement la situation en allant presque jusqu'à conférer à ces papiers des vertus thérapeutiques. Alors évidemment, il ne faut pas accorder beaucoup de vérité à ce témoignage, mais il apparaît en revanche clairement que l'architecte tenait vraiment particulièrement à s'exprimer au sujet de ses réalisations, de ses papiers peints. L'architecte Louis-Charles Boileau publia notamment 3 articles plutôt favorables au Castel Béranger dans la revue L'Architecture, où il rapportait certaines indications ou propos de Guimard, sur lesquels je passe dans le détail faute de temps, mais par lesquels, d'une part, il insistait sur le fait qu'il avait donc créé ses propres papiers, ses propres modèles, et qu'il n'avait pas eu recours, contrairement à Victor Horta à l'hôtel Tassel et dans d'autres bâtiments à Bruxelles, qui avait fait appel à des papiers peints anglais. Et puis d'autre part, dans ces articles, il éludait finalement quelque peu la nature industrielle du médium décoratif concerné en s'attachant davantage au geste de l'artiste avec un A majuscule, peignant un motif selon un mode empreint de spontanéité. Il apparaît en tout cas clairement que Guimard va porter un intérêt assez manifeste à ce moment-là au domaine, tout du moins vraiment à ce moment précis de sa carrière. En effet, fin 1897, il faisait également partie du comité d'admission de la classe papier peint, la classe 68, en vue de l'exposition universelle de 1900, et lors de la manifestation, il exposait d'ailleurs de lui-même dans cette classe 68 des papiers peints modernes artistiques du Castel Béranger, qui lui valurent d'ailleurs une médaille d'argent. Alors, sortis de leur contexte domestique, ces réalisations suscitèrent encore quelques commentaires à l'occasion de l'exposition universelle, sur lesquels je passe là encore. Le mode d'exposition de ces papiers peints était toutefois assez éloigné du contexte totalisant du Castel Béranger. Le musée d'Orsay conserve un dessin de Guimard relatif à la présentation de ses réalisations dans une vitrine, un projet qui visiblement ne fut pas retenu, puisque le verso de cette esquisse présente en effet l'inscription manuscrite suivant: vitrine papier exp 1900, premier projet, entre parenthèses, faux. Et en revanche, dans le rapport du jury de la classe 68, après l'exposition, Joseph Petitjean nous donnait une idée succincte du dispositif finalement choisi par l'architecte, évoquant, je cite, une haute rotonde au milieu de laquelle M. Guimard avait placé un petit meuble chevalet qu'il avait spécialement construit. Il fournit plus loin quelques précisions complémentaires.
Dans un cadre de fantaisie composé avec la ligne coup de fouet qu'il emploie si bien, M. Guimard nous montrait quelques spécimens de ses tentures. Voulant réaliser ses idées particulières, cet architecte avait fait exécuter lui-même dans notre industrie des dessins spéciaux pour cadrer avec les constructions modernes dans lesquelles il déploie son esprit innovateur. À l'inverse donc de l'autonomie que Guimard conférait donc ici à ses papiers peints, il le replaça au sein de leur contexte décoratif plus globalisant dans sa présentation pour une autre classe, une autre section de l'exposition, la classe 66 dédiée à la décoration fixe des édifices publics et des habitations. Alors bien que le catalogue général officiel de l'exposition n'y mentionne de Guimard qu'une salle à manger moderne, le fascicule que l'architecte fit insérer en annexe de la même publication fournit davantage d'informations. C'est un document qui indique qu'étaient présentés donc en classe 66 des fragments d'intérieur style Guimard, plus précisément d'une antichambre, d'une salle de billard, d'un bureau, d'une salle à manger, d'un salon et d'une chambre. Et on avait donc là le détail des différents éléments décoratifs qui venaient agrémenter chacune de ces pièces, le texte signalant notamment la présence de l'incrustat pour la salle de billard et pour le bureau également, ainsi que des papiers peints dans la plupart des autres pièces. Je passe là-dessus assez rapidement. Alors bien que peu de renseignements nous soient parvenus à ce sujet, l'emploi par Guimard de papier peint de sa conception ne s'est pas limité donc au contexte du Castel Béranger et de l'exposition de 1900. En 1897-98, Guimard concevait par exemple l'aménagement intérieur de la propriété d'Albert Roy au Gévrils dans le Loiret, on en a déjà parlé, et au musée d'Orsay, donc le fonds Guimard comprend les dessins d'un projet pour la décoration de la salle à manger de cette demeure, et il apparaît clairement ici le réemploi de la frise et de la bordure utilisée antérieurement pour les salles à manger du Castel Béranger. Et on y trouve également ici les panneaux de l'incrustat, donc utilisés pour les lambris. Nous ne savons cependant pas si cette décoration murale fut retenue dans l'agencement final de la pièce. D'autre part, l'article d'Abel Fabre en 1901 est illustré d'une vue de la salle à manger de l'hôtel construit par Guimard en 1898, donc également pour Albert Roy, au 81 boulevard Suchet à Paris, une réalisation depuis détruite. Et sur cette photographie, les murs de la pièce présentent un décor dont la nature matérielle nous est cependant inconnue. Et outre une frise ici en partie supérieure et visible en partie basse, un motif très proche du motif des panneaux de l'incrustat du Castel Béranger. Le dessin en est toutefois différent et ne semble pas être en relief. Et puis il peut aussi s'agir de textile ici, c'est difficile à déterminer. Il a été en outre établi par Nicolas Oriot que l'échantillon du papier peint conservé à la bibliothèque Forney, également imprimé par Le Mardelais mais qui ne figure pas dans l'album du Castel Béranger, aurait été créé pour la salle de concert Humbert de Roman, rue Saint-Didier à Paris. Cet édifice, dont le révérend père Lavie était le principal instigateur, vit sa réalisation s'étendre de 1898 à 1901 et fut détruit en 1905. Un petit croquis issu du fonds Guimard présente une partie du motif du papier peint en question, accompagné notamment des inscriptions, donc papier de tenture, et surtout de l'inscription, ce qu'on ne voit pas ici, Lavie. Donc la destination de ce papier donc serait bien celle de la salle de concert Humbert de Roman, mais on ne sait pas où exactement dans le bâtiment, ça reste assez mystérieux. Alors quelques autres contextes quant au rapport de Guimard au papier peint peuvent être évoqués. Lors de l'exposition de l'habitation à Paris en 1903, Guimard présente un pavillon de réunion d'été dans un parc construit dans le style Guimard et la liste des entrepreneurs sollicités mentionne des lambris en l'incrustat posés par un certain Autran ainsi que des papiers d'art pour tenture fournis par la Maison Sauvage. Par ailleurs, un catalogue non daté de la compagnie L'Incrustat Valton française, et ce catalogue, on en trouve donc un exemplaire au département des papiers peints, donc ici même au musée des arts décoratifs, inclut un autre dessin de Guimard, que je vous montre ici en plus gros plan. Or, ce produit fut employé dans le petit salon d'une maison de Nogent-sur-Marne, au 3 boulevard de la République, construite par les architectes Narbor et Fils en 1904, où il s'inscrit donc dans un environnement décoratif Art Nouveau, donc totalisant. Enfin, citons également le fait que bien plus tardivement, la maison Le Mardelais fut l'un des fournisseurs d'un autre immeuble de rapport construit par Guimard, celui du 21 rue La Fontaine, édifié
en 1911. Donc cette firme, le Mardelet, étant également engagée dans le commerce de produits textiles, il demeure d'une part difficile de savoir s'il s'agissait bien de papier peint et d'autre part d'affirmer que ces articles aient été conçus par Guimard lui-même. Alors pour conclure, qu'en est-il alors des modes et contextes de diffusion de l'œuvre de Guimard par l'intermédiaire de ces papiers peints et au-delà aussi bien sûr de ses propres réalisations. Au Castel Béranger, ces papiers peints ont orné les murs d'appartements dont les loyers s'échelonnaient de 700 à 1500 francs de l'époque, montant, on va dire, qui les rendait effectivement accessibles, on va dire, plutôt aux classes moyennes. Par ailleurs, en dehors du décor de l'incrustat de la maison des Narbores à Nogent-sur-Marne, ce que vous avez toujours sous les yeux, les témoignages nous étant parvenus des usages de ces revêtements muraux demeurent surtout liés, je l'ai dit, aux constructions de Guimard. Ils bénéficièrent, certes, d'une impression par l'industrie, mais nous n'avons pas véritablement d'autres traces de leur emploi plus général ou d'une mise à disposition plus massive sur le marché. Enfin, il conviendrait aussi de s'interroger sur l'impact que purent avoir les papiers peints attestés de Guimard sur l'industrie elle-même. En effet, le musée du papier peint de Rixheim, en Alsace, donc, conserve les échantillons d'un papier peint ainsi que d'une frise et d'une bordure imprimées ensemble, deux produits qui ne sont pas attribués à ce jour. Quand je parle d'attribution, je parle de manufacture, mais dont les motifs, tout du moins sur le plan de la composition, une composition extrêmement proche du papier conçu, de la composition conçue par Guimard pour les murs des salles à manger du Castel Béranger. Alors, une possible attribution de leur dessin à Guimard est beaucoup trop incertaine, et ce, pour deux raisons principales, bien sûr. D'abord, la composition apparaît comme très similaire, mais les motifs sont stylistiquement plus rigides, plus symétriques. Et puis ensuite, il s'agit ici de produits imprimés mécaniquement, imprimés au cylindre, alors que ceux connus chez Guimard bénéficiaient d'une impression à la planche. Il n'en reste cependant pas moins en fait assez troublant ici que, comme l'indique la provenance de ces deux articles, ceci était sur le marché assez tôt, en 1898. Donc c'est assez tôt, finalement, une date très proche de l'exécution, vraisemblablement en 1896, des papiers destinés à l'immeuble de la rue de la Fontaine. Alors, de la rue La Fontaine, pardon. Donc, un délai peut-être de 2 ans un petit peu court pour que l'industrie propose déjà dans sa production courante une imitation du style Guimard, d'autant que l'album du Castel Béranger, qui aurait pu contribuer par la suite à une plus large diffusion de ces motifs, ne paraît que fin 1898. Je vous remercie pour votre attention.